Hey, salut à toi, c'est Yvan de la chaîne MyFitWorld Yvan, et on se retrouve aujourd'hui, comme convenu, pour le tuto musclé numéro 13. Alors dans les derniers tutos musclés, ça remonte à loin maintenant, on avait parlé des pectoraux, on avait parlé des biceps, et on avait aussi fait l'entraînement des abdos. Aujourd'hui, on va parler ensemble des épaules. Alors dans cette vidéo, ça va être un vrai dossier complet sur les épaules. C'est un muscle pas facile à maîtriser au niveau de la musculation et du culturisme, on va dire, en général. Donc ça risque d'être un peu long, donc n'hésite pas, assieds-toi, prends des notes et c'est parti. Comme d'habitude, on va diviser cette vidéo en 3 parties. On verra d'abord l'anatomie, on en déduira les mouvements que sont censés réaliser les muscles des épaules. Et au final, on verra quelques exercices, une liste non exhaustive pour pouvoir développer les muscles des épaules. Bon, pour l'anatomie, il y a quelque chose d'assez important à voir avant de commencer, c'est que les épaules, en fait, c'est un terme suffisamment vague pour s'y perdre un petit peu. Le terme épaule, ça désigne à la fois un ensemble d'articulations qui vont permettre de mobiliser le membre supérieur, c'est-à-dire le bras, par rapport au tronc. Donc, c'est un ensemble d'articulations, mais c'est aussi un terme utilisé pour parler en fait d'un ensemble de muscles qui vont se situer au niveau de ces articulations-là. Donc on verra lesquels ils sont, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que ces muscles-là qui vont faire bouger le bras, parce que comme on l'a déjà vu, il y a aussi par exemple les pectoraux, mais le dos aussi va participer à bouger le bras dans tous les plans de l'espace. Il y aura donc des petites compétitions entre ces 3 groupes musculaires, pectoraux, dos et épaules, et donc on essaiera d'en parler un petit peu dans cette vidéo sans trop rentrer dans les détails. Donc je l'ai dit, c'est un ensemble d'articulations. Donc au niveau osseux, regardons un petit peu qu'est-ce que ça donne. Première articulation à voir, c'est l'articulation entre la clavicule et le sternum. On l'appelle l'articulation sterno-claviculaire. Autre articulation qu'on va retrouver à la suite de celle-ci, ça va être l'articulation entre la clavicule et l'omoplate. Et cette articulation, on l'appelle l'articulation acromio-claviculaire. Alors pourquoi acromio? Tout simplement parce que la clavicule va s'attacher à un petit processus osseux de l'omoplate qu'on appelle l'acromion. C'est la surface dure qu'on sent au niveau de son épaule. Ensuite, il va y avoir l'articulation entre l'omoplate et l'humérus. C'est l'articulation scapulo-humérale, scapulo pour le terme de scapula qui signifie l'omoplate dans la nomenclature utilisée en anatomie. Alors on compte aussi une autre surface articulaire, c'est pas une vraie articulation entre 2 os liés par du cartilage, mais c'est la surface entre l'omoplate et la cage thoracique, cette surface qui va être entre les côtes et l'omoplate qui va faire un plan de glissement. Alors c'est pas une réelle articulation, mais on peut aussi la prendre en compte quand on parle de l'épaule. Passons maintenant au niveau musculaire, et là c'est un petit peu plus complexe. On va commencer par les muscles les plus profonds de l'épaule, parce que oui, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a d'autres muscles que le deltoïde dans l'épaule. Alors en fait, il existe tout un groupe de muscles qu'on appelle les muscles de la coiffe des rotateurs. Alors coiffe des rotateurs, on verra exactement pourquoi on parle de rotateurs après, mais c'est aussi un ensemble de muscles qui vont permettre en fait de maintenir la tête de l'humérus au niveau de l'omoplate. Alors pourquoi j'explique un petit peu leur rôle? Tout simplement parce qu'il faut bien se rendre compte qu'anatomiquement, l'épaule c'est déjà une articulation très fragile. En effet, comme vous le voyez, la tête de l'humérus est très peu recouverte d'os au niveau de l'omoplate, et ce sont donc uniquement les muscles et les ligaments qui vont maintenir la tête de l'humérus au niveau de l'épaule, ce qui va donc augmenter la charge qu'ils vont prendre sur n'importe quel mouvement du bras, et donc augmenter le risque de blessure. On a donc ces muscles de la coiffe des rotateurs qui vont permettre d'immobiliser la tête de l'humérus au niveau de l'omoplate. Donc globalement, ils sont 4. On va avoir le sus épineux qui se trouve à l'arrière de l'omoplate sur un processus horizontal qui se trouve à peu près ici dans le dos. Il va s'insérer juste au-dessus et il va aller s'insérer de l'autre côté au niveau de l'humérus. Au-dessous de cette épine de l'omoplate, on va avoir l'infra-épineux qui est aussi un muscle de la coiffe des rotateurs, et juste sous lui, un muscle qui va s'insérer sur l'arête de l'omoplate, c'est le muscle qu'on appelle le petit rond. Tous les 3 vont aller s'insérer jusqu'à l'humérus. Il y a aussi un autre muscle qui se trouve cette fois de l'autre côté de l'omoplate, c'est-à-dire entre l'omoplate et la cage thoracique, et c'est le muscle qu'on appelle le subscapulaire ou sous-scapulaire, qui va lui aussi s'accrocher à l'omoplate et aller jusqu'à l'humérus. Alors quand on parle de coiffe des rotateurs, ça dépend un petit peu des bouquins, mais souvent on a tendance à rajouter la longue portion du biceps. Pourquoi? Tout simplement parce que son tendon va lui aussi passer entre l'humérus et l'omoplate, ce qui va donc lui permettre lui aussi de stabiliser la tête de l'humérus au niveau de l'omoplate. Donc voilà pour les muscles profonds, et il y a bien sûr l'autre muscle, celui qu'on va chercher à développer en bodybuilding, et c'est le muscle deltoïde. Alors le muscle deltoïde, il a une forme triangulaire. Donc à la base, on va avoir des insertions tendineuses au niveau de la clavicule, de l'acromion et de l'épine de l'omoplate. Et au sommet, en fait, on va avoir une insertion commune à ce muscle-là, aux 3 faisceaux de ce muscle qu'on verra juste après, au niveau de l'humérus sur le côté.
Donc comme je l'ai dit, on a trois faisceaux. Dans ce muscle deltoïde, on a le faisceau antérieur qui va s'insérer à l'avant au niveau de la clavicule et de l'acromion et qui va aller s'insérer sur l'humérus. Donc ce muscle-là, il a une forme totalement basique avec des cellules musculaires toutes droites et un tendon de chaque côté. Pour le faisceau intermédiaire, ces insertions vont se faire au niveau de l'acromion et là aussi sur le tendon commun du deltoïde au niveau de l'humérus. Ce qui est assez intéressant à noter au niveau du deltoïde moyen, c'est que ces cellules musculaires vont s'agencer de telle façon qu'on va avoir une sorte d'entremêlement entre des groupes de cellules, ce qui va lui permettre en fait d'être très fort sur une trajectoire beaucoup plus courte que les autres et lui permettre aussi un mouvement un peu plus ample rapporté à la longueur de ce muscle-là. À l'arrière, on va avoir le deltoïde postérieur qui a à peu près la même morphologie que le deltoïde antérieur qui va s'insérer au niveau de l'épine de l'omoplate jusqu'à l'humérus. Bon, on a fait le plus gros, on vient de voir l'anatomie, alors n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière avant de passer sur la mécanique si vous en avez besoin. Dans cette partie, on va encore diviser en deux groupes, donc la coiffe des rotateurs d'un côté et le deltoïde de l'autre. Donc les muscles de la coiffe des rotateurs, comme leur nom l'indique, ils vont avoir surtout pour rôle de faire une rotation du bras. Alors ça, c'était le rôle surtout qu'on leur prêtait au début, vous allez voir que ce n'est pas le cas réellement pour tous. Pourquoi ? Quand on regarde le supraépineux, on s'imagine bien son rôle de poulie. Il passe au niveau de l'omoplate, il passe dans l'articulation et il va ainsi permettre de soulever le bras. En fait, c'est son rôle. C'est un muscle qui est plus ou moins starter de l'abduction, ça veut dire qu'il va permettre de surélever le bras. Mais ça, il va pas le faire tout seul comme on le verra sur la partie sur le deltoïde. Ensuite, on va avoir deux rotateurs externes. Donc ça, ce sont les muscles infraépineux et petit rond. En effet, on s'imagine bien que quand ils raccourcissent, eh bien on va avoir une torsion du bras, une rotation vers l'extérieur. Quand je parle de rotation externe, si on se met de profil, je vais pouvoir amener mon bras sur le côté comme ceci sans bouger le coude. Ça, c'est une rotation externe. Si je le fais comme ceci, là, je fais une rotation externe. Ensuite, dernier muscle de la coiffe des rotateurs, c'est le subscapulaire ou sous-scapulaire. Alors lui, il va avoir l'effet inverse. En effet, c'est le seul muscle rotateur interne. Il va donc faire le mouvement opposé. C'est-à-dire que de côté, si j'ai la main ici, ça va me permettre de l'amener ici sans bouger le coude. En me mettant comme ceci, quand je vais faire une rotation interne du bras, c'est-à-dire ce mouvement-là, et bien là encore, le sous-scapulaire va travailler. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces muscles-là, ce sont quand même des petits muscles. En plus, ils sont relativement fragiles. Et si on regarde bien, on se rend compte qu'au niveau osseux, ils vont se retrouver bloqués dans une cavité composée en majorité d'os, c'est-à-dire qui ne va pas pouvoir s'étendre. Et donc, si on développe ces muscles-là, si on les muscle, et bien tout simplement, ils vont se retrouver comprimés, ce qui va pouvoir entraîner des pathologies comme des tendinites, voire des ruptures. Ce sont les fameuses blessures qu'on retrouve très souvent en musculation, les tendinites ou les ruptures de la coiffe des rotateurs. C'est pourquoi l'ensemble de ces muscles, on ne va surtout pas chercher à les développer. Ce qu'on va faire, on va plutôt travailler leur souplesse et bien les échauffer avant chaque séance de haut de corps. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur une majorité d'exercices pour le haut du corps, ils vont souvent travailler en isométrie. Par exemple, si vous faites du coucher halter, eh bien, la coiffe des rotateurs va permettre à stabiliser le bras. Le problème, c'est qu'étant des muscles tout petits, s'ils sont froids et s'ils sont pas assez souples, eh bien, vous risquez de les déchirer. En plus de ça, il va falloir éviter certains exercices qui vont amener l'humérus à aller taper l'acromion et ainsi bloquer et raboter ces muscles-là. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail, je laisse ça aux experts, donc je vous invite plutôt à aller lire les excellents livres de Frédéric Delattier et Michael Gundil, donc la méthode Delattier, qui apporte plein de solutions pour ne pas se blesser au niveau de la coiffe des rotateurs. En attendant, faites-y très attention, je peux vous assurer que les pathologies à la coiffe, ça arrive très souvent. Donc voilà pour les muscles de la coiffe. Maintenant, on va passer au deltoïde. Alors là, au niveau mécanique, c'est bien plus facile. Il faut bien s'imaginer ce muscle comme deux points fixes et une ficelle entre. Si on raccourcit la ficelle, on rapproche les points fixes. Et bien, c'est comme ça qu'on comprend la mécanique des muscles. Et si on retranscrit ça à notre muscle, quand on va raccourcir le deltoïde antérieur, c'est-à-dire entre la clavicule et l'humérus, eh bien, on va avoir tout simplement une élévation du bras dans le plan frontal. Pour le faisceau intermédiaire du deltoïde, c'est exactement la même chose. On va rapprocher l'acromion et l'humérus, c'est-à-dire qu'on va avoir une élévation sur le côté. Pour le faisceau postérieur, ben oui, je vous le donne dans le mille, ça va être exactement la même chose. Ça va être une élévation du bras vers l'arrière. Ce qu'il faut toutefois noter, c'est que le deltoïde va bien participer dans les mouvements d'élévation, mais que jusqu'à une certaine distance. C'est-à-dire que quand on va vouloir faire une élévation à un peu moins que l'horizontale, le corps est fait d'une telle façon qu'on va avoir un mouvement de l'épaule qui va participer et donc on ne va plus avoir un travail de l'épaule dans quelque plan que ce soit,
mais d'autres muscles qui vont prendre le relais. Il va donc y avoir une certaine compétition entre ces muscles-là. Donc par exemple, si on va trop loin sur l'élévation frontale, le haut des pectoraux va prendre le relais. Si on veut aller trop loin sur des élévations latérales du bras, ça va être le trapèze supérieur qui va participer. Et si on veut aller trop loin à l'arrière, et bien là, ça va être les muscles du dos qui vont permettre de tirer l'omoplate vers l'arrière et de monter plus haut que l'horizontal. Donc ça, gardez-le bien en tête, ça veut dire que dans tous nos exercices d'épaule, si on ne veut travailler que ce muscle-là, il va pas falloir aller au-delà de ces angles. Bon, voilà pour la partie mécanique. Maintenant, je vais essayer de vous fixer toutes ces idées bien en tête et on va voir pour ça quelques exercices pour travailler les épaules. Donc, premier exercice que je vous présente ici, ce sont les exercices de l'autostoppeur et de l'autostoppeur inversé qui permettent de bien échauffer la coiffe des rotateurs en rotation interne et rotation externe. Alors, je le réalise avec un élastique rouge, c'est-à-dire le plus petit qu'il soit, tout simplement parce que le but ici est bien de les échauffer avant chaque séance de haut du corps. En plus, on peut aussi travailler assez facilement la souplesse en essayant de gagner en amplitude au fur et à mesure des séances. Alors, j'en profite parce que je vois souvent des conneries réalisées en salle sur cet exercice-là. Il est totalement inutile de le réaliser avec une haltère dans la main. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est du bon sens. L'haltère va déporter le poids sur l'avant-bras et va tout simplement tirer la main vers le bas. En aucun sens, ça va mettre une résistance sur les mouvements de rotation. Donc c'est une aberration de réaliser ce mouvement-là avec une haltère. À la rigueur, ce qui est réalisable, c'est de réaliser ce mouvement avec l'humérus parallèle au sol et une petite haltère. Mais là, on va surtout travailler la rotation externe, car la rotation interne travaillera seulement en isométrie pour stabiliser le mouvement pendant la négative. Donc je conseille fortement de travailler aux élastiques. Deuxième mouvement, c'est le développé militaire. Alors je préfère le dire tout de suite, cet exercice n'est en aucun cas obligatoire pour développer de bonnes épaules. Alors j'insiste, je sais très bien que dans la plupart des cas, on conseille des exercices polyarticulaires pour développer ces muscles, et c'est vrai qu'en soi, ça a été prouvé que ce sont des exercices permettant un plus fort potentiel de développement et surtout de prise de force, notamment quand on commence la musculation. Mais je le rappelle, les épaules sont des articulations très fragiles. Donc le développé militaire qui va mettre énormément de pression sur l'articulation est un exercice qui n'est en aucun cas obligatoire, on peut très bien se débrouiller autrement. Donc quand faire du développé militaire? Premier cas, c'est notamment quand on a un manque de faisceau antérieur des épaules. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare parce que dans la majorité des cas, on a l'avant d'épaule en point fort par rapport au reste, tout simplement parce qu'il travaille sur tous les mouvements de développé, notamment le développé couché et le développé couché prise serrée ou incliné. Donc c'est très rare d'avoir cette excuse-là. L'autre excuse, c'est de travailler sa force. Alors c'est la raison pourquoi je réalise du développé militaire en ce moment, mais je déconseille fortement d'en faire toute l'année. Vous pouvez en faire par petites périodes et je vous conseille de maîtriser votre amplitude. N'essayez pas à tout prix de monter tout en haut du mouvement ni de descendre tout en bas. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir les muscles de la coiffe qui vont aller frotter contre l'acromion, notamment quand on va avoir les bras tendus. N'utilisez pas cet exercice-là pour développer votre faisceau moyen. C'est pas du tout le bon exercice pour avoir des épaules larges. On le voit très bien sur le mouvement. C'est bien le faisceau antérieur de l'épaule qui va être le plus stressé sur le mouvement, qui va le plus travailler. Donc troisième exercice, ce sont les élévations latérales aux haltères. Alors ça par contre c'est réellement le meilleur exercice pour avoir des épaules larges. Bien sûr il y a plusieurs façons de le réaliser, on va pas tous être d'accord sur le sujet, mais je pense que pour la majorité des personnes, on est d'accord que les élévations latérales sont vraiment le top pour développer des épaules bien larges. Alors moi je privilégie un travail avec des charges relativement légères et des séries relativement longues, c'est-à-dire entre 15 et 20 répétitions. Pourquoi? Donc comme je l'ai dit plus tôt, les épaules sont des articulations fragiles, donc ça sert à rien de les stresser beaucoup trop. En plus de toute façon, les épaules sont aussi des muscles beaucoup trop faibles par rapport au trapèze supérieur, donc dès qu'on va vouloir mettre un peu trop de poids, c'est les trapèzes supérieurs qui vont prendre le relais, on va réaliser des haussements d'épaule et dans ce cas-là, on va avoir très peu de travail réel sur les épaules. Petit tips pour bien recruter les épaules, ça va être de réaliser une abduction des omoplates au début du mouvement. Alors c'est pas forcément naturel de faire ça, mais ça va permettre en fait d'immobiliser les épaules plus efficacement, donc de ne pas utiliser les trapèzes supérieurs et donc d'avoir un travail vraiment sur vos épaules.
Et dernier exercice que je vous présente dans cette vidéo, c'est un exercice pour le faisceau postérieur des épaules. Ce sont les élévations postérieures aux élastiques. Alors là, je vais devoir vous expliquer pourquoi utiliser les élastiques et pourquoi le faire en unilatéral. Alors déjà, tout simplement parce que l'unilatéral va permettre de mieux se concentrer sur ce faisceau postérieur. Et il faut bien comprendre que malheureusement, ce faisceau, c'est une partie du muscle qu'on a très peu l'habitude d'utiliser dans notre société moderne. Donc quasiment la majorité des gens vont avoir du mal à bien recruter ce muscle-là au profit des trapèzes moyens et du grand rond. Donc déjà travailler en unilatéral permet de mieux se concentrer sur le muscle. Et le gros avantage des élastiques, c'est que ça va entraîner très vite une brûlure sur la série. Cette brûlure en fait qui va nous apprendre à mieux localiser ce muscle-là et donc créer plus efficacement de bons schémas moteurs pour apprendre à mieux utiliser son faisceau postérieur. Enfin, bien entendu, on ne va pas pouvoir faire l'exercice toute sa vie avec l'élastique rouge. Au bout d'un moment, il faut progresser pour développer son muscle. Donc quand vous aurez appris à bien recruter ce muscle-là, je vous invite à passer au même travail sur une poulie basse, donc une poulie réglable ou une poulie directement basse. Faites toutefois attention à choisir une poulie avec une bonne résistance, c'est-à-dire qui coulisse bien avec un bon retour. Ça permettra d'avoir un meilleur travail du faisceau postérieur de vos épaules. Et voilà! Bon, c'est fini pour ce dossier complet sur l'entraînement des épaules. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses pour bien les entraîner. Si c'est le cas, n'hésitez pas, lâchez-moi un pouce bleu, mettez des commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.